République démocratique du Congo, premier pays à avoir mis en place l'approche du partenariat public-privé dans le secteur de la conservation. L'Institut congolais pour la conservation de la nature a transformé la gestion policière des aires protégées en gestion communautaire pour assurer le développement endogène, comme l'explique le pasteur Dr Cosma Wilungula, directeur général de l'ICCN. S'agissant de l'énergie, nous croyons que la RDC, je n'ai pas froid de le dire, autant que nous avons été le premier pays qui a mis en place l'approche du partenariat public-privé dans le système de conservation, parce qu'il n'y en avait pas avant. Le parc a un mécanisme de gestion classique des aires protégées, et ces mécanismes de gestion classique des aires protégées respectent la nomenclature du parc telle que définie par l'UICN et cela est défini par les autres conventions internationales. Et au regard de ce mécanisme de gestion, l'intégralité des aires protégées fait que toute présence humaine était qualifiée d'atteinte à l'intégralité d'une aire protégée. Donc on ne pouvait même pas ramasser le bois mort. Cela était interdit. Et ça nous avait poussé à une conservation policière. Donc les hommes de nos parcs, nos éco-gardes, nos conservateurs étaient devenus de policiers qui couraient derrière quiconque pouvait atteindre le parc. Mais aujourd'hui, nous avons commencé à changer ce mécanisme de conservation. Nous sommes le pays post-conflit, le pays qui a connu suffisamment de guerres, mais le pays dont les ressources naturelles, sous différentes formes, sont aussi aujourd'hui bien prisées par le trafiquant de tous abords. C'est ça qui a développé un autre genre de braconnage et qui sévit suffisamment sur les aires protégées. Mais malgré cela, nous avions opté une orientation que nous appelons une nouvelle approche, afin de ne pas laisser notre population en dehors de la conservation. Parce que le parc chez nous, qui ont été créés depuis 1925, ont pris la connotation de parc de blanc. Et cette connotation-là a mal servi le parc par rapport à la nécessité de l'implication de notre population. Aujourd'hui, nous, Congolais, maintenant devenus gestionnaires de nos aires protégées, nous avons mis en place une approche que nous appelons la conservation communautaire. Et avec la conservation communautaire, nous avons remplacé la Kalachnikov qui servait d'assumer la conservation policière pour le substituer par l'implication de nos populations. La République démocratique du Congo a presque 3 ou 4 aires protégées qui sont gérées par les communautés, donc au niveau de nos villages. Mais également, nous avons aussi impliqué les communautés dans les différentes approches de gestion que nous avons mis, que ce soit le Coco Congo, que ce soit le Cocossi, nos populations et leurs représentants y participent. Et cela nous a rapprochés beaucoup plus pour que la population congolaise puisse s'approprier le parc de la RDC. Et cette approche-là nous a également permis cette fois-ci de voir la misère et la pauvreté de notre population. Quand nous les avons intégrés, quand nous les avons approchés, nous avons compris la nécessité qu'il y a au niveau de notre population de vouloir accéder aux ressources qui font l'objet de la conservation. Et ces ressources étant protégées pour les générations futures, nous nous sommes dit qu'il faut trouver des solutions actuelles à nos populations, à leur pauvreté, à leur manque d'emploi, à leur misère, pour que nous puissions aller aux générations futures par d'autres mécanismes. Donc nous avons mis en place une troisième approche, une nouveauté dans la gestion des aires protégées que nous appelons la conciliation de la conservation et du développement. L'approche qui concilie la conservation et le développement
c'est cette approche-là qui nous a permis d'initier maintenant, au niveau de ressources du parc, de projets de développement en faveur des populations. Pour y parvenir, l'Institut congolais pour la conservation de la nature a jugé bon de capitaliser les ressources des parcs afin de résoudre les problèmes communautaires. C'est ainsi qu'ils ont mis en place le projet hydroélectrique pour la production de l'énergie propre. Dans les ressources du parc, nous identifions clairement une des ressources importantes qui est l'eau du parc. Comment capitaliser l'eau du parc? Comment faire que cette eau du parc devienne une ressource également pour notre population? Et on a trouvé beaucoup de mécanismes. Aujourd'hui, on a peur de l'énergie polluante. Et on s'est dit, il faut trouver de l'énergie propre, de l'énergie renouvelable et autres. Et l'eau du parc est de l'énergie propre. Donc, les centrales hydroélectriques qui sont issues effectivement de la capacité de eau du parc peut produire de l'énergie propre en faveur de nos communautés. Et au travers de là, nous avons initié ce projet et nous les avons mis en place. Le premier qui a été comme un champ pilote pour nous, c'était la centrale de Mutuanga, dans les abords du parc de Virunga. Cette centrale qui a commencé à produire 400 kW, aujourd'hui, nous sommes en train de l'amener à peut-être 1-2 MW. Mais déjà, cette centrale apporte, parce que la lumière publique pour la communauté, mais également un appui nécessaire aux différentes infrastructures hospitalières, scolaires, aux maisons de médecins qui bénéficient de la gratuité d'énergie. Mais également, ça nous a permis de pouvoir attirer le projet de développement, tels que de grandes sociétés comme la savonnerie. Cette savonnerie est arrivée et aujourd'hui, ça produit des milliers de tonnes de savon par jour. Et ce savon s'appelle le savon Virunga, qui est issu effectivement de la disponibilité de l'énergie. Mais également les populations du Virunga Nord, tout ce qui est Chabirimu et autres, ont bénéficié de l'approche de cette énergie et cela nous permet d'éviter la déforestation. C'est dans ce secteur-là où nous avons dans le parc du Virunga le fief de gorille de plaine. Parce que le Virunga n'a pas que le gorille de montagne, mais la partie nord, effectivement, le fief de gorille de plaine. Et c'est dans cette fief-là, à cause de la centrale de Mutuanga, l'habitat de ces gorilles est encore préservé aujourd'hui parce que les arbres et autres subsistent et ne sont plus soumis à la déforestation et au makala parce que les populations accèdent à l'énergie. Mais voilà que cette expérience, la toute première ayant réussi avec l'appui bien sûr de l'Union européenne, nous avons imaginé à passer à une vitesse supérieure. Et nous avons conçu avec les eaux de la rivière Rutshuru qui traverse le parc de Virunga dans sa partie sud, de pouvoir mettre en place une nouvelle centrale. C'est la centrale de Matebe. Cette centrale qui a 13 MW maintenant. Vous vous rendez compte d'au moins 1 MW à 2 MW qui était le site pilote. Nous sommes allés vers une centrale de 13 MW. Et la centrale de 13 MW a déjà la capacité d'alimenter même la ville de Goma. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que 10 MW sont distribués dans la ville de Goma. Et de cette distribution, parce que c'est l'énergie du parc, parce que cette énergie est soutenue par une philosophie, par une approche une approche plutôt qui décrète l'apport du parc au développement de populations riveraines, nous avons le prix le plus bas, le raccordement de populations qui sont riveraines au parc et qui sont dans le faubourg de la ville de Goma est de 157 ou 160 $, avec tout ce qu'il faut pour avoir de l'énergie dans votre maison. Pendant que les autres producteurs de l'énergie, les autres commerçants de l'énergie atteignent pour un raccordement
d'une résidence ou d'une maison, vous arrivez à plus de 370 ou 380 $. Donc nous avons de prix pratiquement le plus faible. Et une grande partie de la population de Goma est aujourd'hui connectée à l'énergie Virunga. C'est ça le programme de l'électrification au niveau du parc de Virunga. Si on parle d'électrification au niveau du parc de Virunga, a été conçu dans ce sens. Mais si nous avons mis un secteur qui est maintenant le secteur d'électrification, c'est pour des modalités de gestion, afin de ne pas confondre des actions de conservation qui concernent immédiatement la conservation dans le parc et les actions qui rentrent dans la gestion de ces usines électriques ou de ces centrales électriques. Et là, nous y avons mis toute une autre administration qui doit veiller à la maintenance parce que les centrales hydroélectriques demandent une technicité, une technologie beaucoup plus élevée. Et c'est comme ça que cela est fait. Matebe est déjà opérationnel aujourd'hui. Nous avons conçu une troisième centrale, celle de Luviro. Et maintenant, nous sommes allés dans le Virunga Nord, au niveau de Lubero. Et cette centrale va atteindre le 15 MW. Ça va dépasser déjà la centrale de Matebe. Ça signifie que nous sommes en train de monter graduellement en puissance. Et ça pourrait même atteindre 20 MW, mais c'est conçu dès le départ initialement vers 15 MW, avec la possibilité de croissance. Et avec cette nouvelle centrale qui va être inaugurée d'ici là, lorsque le confinement et tout est terminé, nous sommes capables de pouvoir alimenter la ville de Butembo et la ville de Beni avec tout Lubero. Voilà déjà l'apport qui va couvrir cette partie-là. Mais avec cela, nous avons déjà identifié celle qui va être lancée maintenant. Parce que lorsque la troisième est pratiquement à la fin, maintenant nous voulons commencer une quatrième centrale. C'est celle que nous appelons la centrale de Rwanguba. C'est maintenant encore dans le sud, avec le eau de la rivière Rutshuru, pas assez éloigné de la centrale de Matebe, mais cette quatrième centrale va pouvoir nous produire 30 mégawatts. Et nous pouvons vous dire que les 30 mégawatts, tout entier vont pouvoir alimenter la ville de Goma. Parce que le village riverain du parc et autres, le Rutshuru et les Kiwanja, et même peut-être, on verra sur le Massis et autres seront aussi pourvus, il y aura suffisamment de l'énergie pour couvrir. Le Nord Kivu restera, après ce projet que nous avons, l'une des provinces la plus électrifiée de la RDC. Ce projet a créé beaucoup plus d'emplois dans la province du Nord Kivu, renchérit le directeur de l'ICCN. En fait, le boucle que nous avons mis en place dans notre projet d'électrification couvre au moins un programme de 120 mégawatts. Et je vous dis que 120 mégawatts est toute la capacité énergétique de la République du Rwanda. Donc on va pouvoir offrir cette partie de l'Est avec cette capacité-là. Et cela rentre effectivement dans notre approche de concilier la conservation et le développement. Mais quelles en sont les retombées? Il y en a suffisamment. Je peux vous dire que dans la proportion d'1 mégawatt qui crée une proportionnalité de 1000 emplois, on va vous dire que chaque mégawatt va produire 1000 emplois dans cette province. Quand nous avons la centrale de Matebe avec 13 mégawatts, vous avez au moins 13 000 emplois qui sont créés. Et aujourd'hui, quand vous allez 400 kilowatts au niveau de Mutwanga, nous avions déjà de l'emploi fixe, direct, 400 emplois directs au niveau seulement de la savonnerie. Mais aujourd'hui, dans le Virunga, nous avons déjà une chocolaterie. Aujourd'hui, dans le Virunga, nous sommes allés en dehors de l'énergie électrique. Nous utilisons aussi ces capacités
pour faire l'adduction d'eau potable. Aujourd'hui, l'ICCN commence à donner de l'eau potable à la population riveraine du Nord Kivu. Jusque dans les zones de Nyiragongo et autres, où il n'y avait pas encore l'accès à l'eau potable, nous apportons de l'eau potable jusque vers ces niveaux-là. C'est pour dire non pas seulement que nous avons capitalisé l'eau du parc en termes de la transformation en énergie électrique, mais nous avons aussi capitalisé l'eau du parc en termes d'accès de la population à l'eau potable. Parce qu'il y avait déjà sérieusement ce problème à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, vous comprenez maintenant la dimension beaucoup plus élargie que nous avons transformée de la conservation classique des aires protégées aujourd'hui en conservation de développement. Et ça fait des approches que le monde entier cherche maintenant à imiter, que le monde entier cherche aujourd'hui à pouvoir copier. Et nous encourageons ça. J'ai été à l'UNESCO pour un jour présenter sur l'entrepreneuriat dans la conservation. Et c'est ça qui a été des éléments présentés à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous avons créé, en dehors de plus de 800 000, presque 1000 emplois directs que le parc a créés, avec nos 700 éco-gardes et les autres, mais dans le Nord Kivu, il n'y a pas une seule entreprise, aucun homme d'affaires qui a pu atteindre le niveau d'emploi que l'ICCN a créé dans tout le Nord Kivu. Si c'était à l'époque, quand la Gécamine était encore plus grand, vous savez le langage qui était à l'époque du Zaïre, là aujourd'hui on appellerait les Virunga, l'ICCN, la Gécamine du Nord Kivu. Et effectivement, c'est ça la vraie réalité. Il n'y a que actuellement nos amis qui ont encore, que nous pouvons appeler des myopes politiques, tels que le déclarent certains politiciens dans le Nord Kivu, qui ne perçoivent pas la dimension assez grandiose de ressources que le parc leur a apportées, parce qu'il faut effectivement être myope politique pour ne pas le percevoir. Mais tous ceux qui ont le regard averti reconnaissent que la vie dans cette province, c'est d'abord le parc. Et toute menace de destruction, tout braconnage, toute fabrication de makala, la fabrication des champs dans le parc, ainsi de suite, sont toutes des actes malveillants qui ne poussent qu'à détruire cela. Parce que quand les gens ne comprennent pas, ils n'ont pas un regard lointain pour voir où est-ce que nous sommes en train d'aller. Mais nous sommes en train d'aller vers le vrai développement du Nord Kivu. Je peux vous citer quelques exemples aujourd'hui. Quand vous retrouvez le nombre de moulins, le nombre de soudeurs, le nombre de petits boulots qui sont créés dans cette province, c'est énorme. Le long de toute la route, de Goma à Rutshuru, Rwindi, jusqu'à vous arrivez vers Beni Butembo. Et tout cela parce qu'il y a de l'énergie. Parce qu'ils ont accès au courant, ils peuvent arriver à faire ça. Les gens, les mamas dans les villages, aujourd'hui ne se mettent plus avec des pilons et en train d'avoir des boutons sur les mains pour piler de manioc et de maïs, parce que les moulins sont devenus un peu partout. C'est ça l'accès au développement. Ça signifie la facilitation du bien-être, l'apport à des solutions réelles qui apportent un bien-être à la vie des gens. Et quand nous augmentons, quand nous apportons, nous, les ingrédients pour ce bien-être, je ne crois pas qu'on puisse qualifier l'ICCN comme un outil de misère de la population, parce que c'est nous qui apportons la transformation et l'accès au bien-être de la population du Nord Kivu. Les gens à Goma peuvent maintenant manger du chocolat congolais, ce qui n'avait jamais existé dans tous les pays et même dans toute l'Afrique centrale. Et ça, c'est l'ICCN et c'est le parc de Virunga. Voilà ce qui a contribué à notre politique d'énergie que nous avons mise en place en dehors de la conservation et même en dehors des adductions. Et nous voulons continuer l'adduction d'eau dans tous les villages et territoires qui n'ont pas d'adduction d'eau. L'ICCN est capable de se substituer à la régie des eaux pour accorder de l'eau potable à tout le monde et à des frais que nous pouvons appeler à des prix qui sont le plus
humanitaires possibles. S'agissant sur les conflits de compétences, le pasteur Dr Cosma Wilungula affirme qu'il y a la loi sur la libéralisation et cela ne pose aucun problème. En fait, c'est une réalité. Tout au début, on a eu assez de discussions avec notre ami qui était à la tête de la SNEL, puis à son âme parce qu'il n'est plus. Mais aujourd'hui, il y a la loi sur la libéralisation. Malheureusement que la SNEL et la Régie des eaux ne sont plus des entreprises monopolaires. On a libéralisé en fait certaines actions. Et c'est dans le cadre de la libéralisation, parce que la RDC, avec le monopolitisme énergétique que nous avons connu avec Inga et autres, nous ne pouvions pas développer ces pays. Vous savez, nous n'avions qu'à peine 7% d'accès à l'énergie pour la population de 80 millions d'habitants. Aujourd'hui, quels que soient nos efforts, nous avons à peine 30% d'accès à l'eau potable. Mais si nous pouvons permettre à des populations, et c'est là, je l'ai dit, si Dieu nous fait grâce et que nous sommes encore là, notre plan est d'amener des projets qui sont mobilisés par l'ICCN, non seulement au niveau de la province du Nord Kivu. Le Nord Kivu a été notre champ pilote et aujourd'hui nous pouvons décréter que nous avons valablement réussi les actions qui ont été menées au Nord Kivu, mais nous voulons le faire juste à côté, à Kaouzi-Biega. Nous avons le chute du mot Kaouzi, qui est une chute très importante, qui peut produire peut-être 30 MW. Et nous voulons aller jusque dans le Katanga. Nous sommes déjà en train de faire ça au niveau de Kundelungu, au niveau plutôt de Garamba, avec le territoire des Farage et de Dungu et l'ensemble de la province du Haut-Ouélé. Nous voulons descendre un peu partout. L'ICCN a le projet de pouvoir remettre la population congolaise, la population riveraine, au centre de bénéfices des activités de protection des aires protégées, afin que cette population efface de leur tête, de leur intelligence et même de leur mémoire historique et collective que le parc était une propriété de Blancs, mais qu'aujourd'hui, le parc congolais sont une propriété des Congolais. C'est d'abord leur richesse, c'est leur patrimoine, avant d'être le patrimoine humanitaire. Et si nous avions tous cette contribution, je crois que les gens allaient tout faire pour que même on agrandisse le parc, que ça prenne même des proportions un peu plus importantes, afin que le bénéfice puisse apporter réellement une valeur ajoutée à la croissance de notre pays, à la croissance de notre PIB ou le produit intérieur brut. Et la RDC demain pourra être une grande puissance, comme elle en a déjà les vocations et les potentialités, mais une grande puissance avérée et manifeste dans le concert des États de ce monde. Cette approche de l'Institut congolais pour la conservation de la nature apporte déjà ses faits et mérite une attention particulière de toutes les couches de la population.